Je m'appelle Christina et j'ai 57 ans. J'habite depuis toujours dans le village de Daiguara, au Venezuela. Et je suis une indienne Warao. Nous sommes aujourd'hui environ 25 000 à vivre dans le delta de l'Orénoque. Nous nous efforçons de préserver notre culture, malgré un monde extérieur qui nous enlève un peu plus chaque jour de notre identité. Dans notre société, nous, les mères, nous, les femmes, nous sommes les garantes des traditions. Nous sommes également responsables de l'organisation sociale. Nous avons une conception du monde qui limite toute violence et notre survie est dictée par l'équilibre de notre environnement. Depuis toujours, les Warao pensent que seules les femmes, seules les mères sont capables de préserver cet équilibre. Traditionnellement, les Warao vivent en communauté familiale ou au sein de villages composés de plusieurs foyers. Grâce à la Constitution de 1999, tous les Indiens du pays possèdent collectivement leurs terres. On reconnaît aussi leurs coutumes, leur culture et leur propre cosmovision. Nos croyances sont nées d'une légende fondatrice à laquelle mon peuple s'est toujours référé. À l'origine du monde, il y avait deux sœurs qui n'avaient pas d'homme et ne pouvaient donc pas enfanter. La plus âgée créa son mari à partir de feuilles de palmier et donna naissance à un enfant magnifique, Abouri. Mais les deux femmes durent fuir avec l'enfant pour le protéger du jaguar qui voulait l'emporter. En chemin, elles se mirent sous la protection de Waota, une ogresse transformée en grenouille qui ne tarda pas à vouloir faire de l'enfant son propre mari. Abouri, sa mère et sa tante finirent par s'échapper. Une fois en sécurité, la pirogue qui les avait transportés se transforma en tatou femelle et les rames en tatou mâle. La femelle tatou partit au centre de la terre et devint Daorani, la mère de la forêt. Elle entreprit ensuite un voyage au bord du monde et plaça son corps là où le soleil apparaît et son esprit à l'endroit du crépuscule. C'est après que fut créée la tribu des Warao. Et mon peuple naissant occupa et occupe encore aujourd'hui les espaces libres et les portions de terre du nord-est de ce pays. Le petit déjeuner est prêt. Allez, on y va.
Je vis avec Julio depuis un peu plus de 40 ans. Nous avons 13 enfants, l'aîné a une trentaine d'années et la dernière 10 ans. La plupart d'entre eux habitent ici, certains en famille, car nous avons aussi 21 petits-enfants. Comprendre le monde des Warao, c'est comprendre comment nous faisons corps avec ce qui nous entoure. Nous attribuons à tout ce qui vit une humanité et une âme. Nos règles définissent les relations entre les hommes, les animaux et les plantes. Par exemple, les grands mammifères sont reconnus comme sans voisins du nôtre et les dauphins des rivières sont considérés comme des femmes qui se sont transformées. En ce qui concerne la végétation, la forêt est perçue comme une société de gens des arbres et les plantes sont des créatures vivantes gouvernées par la mère de la forêt. Dans la culture Warao, une mère comme Christina est considérée comme la femme respectée du clan. C'est elle qui s'occupe du partage équitable de la nourriture et qui organise les tâches quotidiennes. Ses décisions sont toujours écoutées. Toutes ces attributions que lui donne la tradition ne lui confèrent cependant pas un statut en particulier. Nous vivons dans une société matrilinéaire, mais ce sont quand même les hommes qui sont considérés comme les chefs de famille. Ce sont eux qui, la plupart du temps, nous ramènent de quoi manger. Et ce sont encore eux qui traitent et règlent les conflits qui pourraient surgir de l'extérieur. En fait, les hommes assurent une protection physique, alors que nous, les femmes, en tant que mères, nous sommes les protectrices de notre culture. Mon nom est Julio et je suis le mari de Christina. Même si nous nous sommes fixés dans de petits villages, nous sommes nomades par nature. Nous continuons à nous déplacer en pirogue pour pêcher et rejoignons la terre ferme pour semer et chasser. Pour notre peuple, ne pas avoir de pirogue est synonyme de pauvreté. Alors chaque Warao doit en posséder une qu'il apprend à manier dès son enfance. Pour nous, l'être humain est indissociable de la nature. Nous ne sommes qu'un élément parmi d'autres. Et nous partons du principe qu'aucune espèce ne peut se prétendre supérieure à une autre.
La nature est source de toute vie. Elle conditionne nos moyens de subsistance et imprègne nos traditions et nos croyances. Il en résulte un usage raisonné des ressources et un profond respect pour cet environnement qui nous fournit depuis des millénaires matériaux de construction, nourriture et remèdes. Ici, c'est la maison de ma fille aînée, Tirsa, la seule de mes filles mariées à ce jour. C'est nous qui l'avons aidée à la construire. Dans notre tradition, quand une de nos filles se marie, elle et son époux doivent venir vivre avec nous, car le gendre a l'obligation d'aider ses beaux-parents. La femme a un rôle capital dans notre société. Elle est représentée comme le symbole de la vie. Elle est surtout garante de l'ordre et de la protection. Chaque être vivant sur cette terre appartient à une famille distincte. Ces familles habitent un territoire bien précis et sont guidées par une mère, une Arani. Par exemple, une famille comme celle des arbres a sa propre mère que l'on appelle Dona Arani. Celle des poissons possède aussi la sienne, que l'on nomme Jomakaba Arani. Les règles que chaque Arani inculque à sa famille sont claires et simples. Elles sont destinées à éviter la violence. Pourtant, il est nécessaire pour certains de chasser afin de survivre. Les règles les y autorisent tant que ce n'est pas au sein d'une même famille. Cette même loi, qui permet de chasser à l'extérieur de sa propre famille, interdit aussi que cette activité soit pratiquée avec excès. Si cela arrivait, si une Arani considérait que les siens sont en train d'être exterminés, sa réaction serait impitoyable. Elle partirait ailleurs avec sa famille, laissant ainsi celle du prédateur privée de cette ressource. Dans la société Warao, l'éducation se fait par l'exemple. Les enfants reproduisent les gestes de leurs aînés au cours de jeux ou en participant aux tâches quotidiennes propres à leur âge. À mesure qu'ils grandissent, les jeux changent. Les adolescents, par exemple, sont très friands des devinettes en rapport avec la faune qui peuple leur environnement. Mes enfants et petits-enfants ne vont pas à l'école, pour la bonne et simple raison qu'il n'y en a plus depuis 6 ans. Les enseignants n'étaient plus payés, alors ils sont partis. De fait, on s'occupe entièrement de leur éducation, et nous le faisons en accord avec nos traditions. Du coup, ici, seul Julio parle un peu espagnol, la langue du Venezuela. Nous autres, nous ne parlons que le dialecte de nos ancêtres, le Warao. On commence par éduquer nos enfants avec des berceuses qui vont les sensibiliser en douceur
aux dangers qu'ils peuvent rencontrer aux alentours. Avant, nous vivions dans des palmeraies et nous étions tous très exposés aux prédateurs. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, mais certains dangers sont toujours présents. Cette forêt pullule de serpents et nos enfants doivent savoir comment s'en protéger. Dans notre culture, la répartition des tâches en fonction du sexe est très réelle. Elle perpétue l'équilibre de la société traditionnelle Warao. Pour cela, ce sont d'abord les petites filles que l'on éduque. Une éducation au sens strict, qui transmet durablement les valeurs de notre société. Par exemple, une petite fille de 5-6 ans est déjà capable d'accompagner et d'aider sa mère dans les champs. Elle sait reconnaître les plantes médicinales. Elle possède son petit équipement pour jouer à la dinette et les connaissances de base qui y sont associées. Elle sait déjà manœuvrer une pirogue. Elle a appris seule et en s'amusant. Pour les petits garçons, l'éducation se fait plus tard. Il faut qu'ils sortent de la tutelle de leur mère pour qu'on leur apprenne les tâches réservées aux hommes. Pour autant, nos filles et nos garçons ne reçoivent pas une éducation formelle et structurée. Ils profitent tout simplement des expériences vécues par leurs parents ou leurs frères et sœurs. La principale raison de cette éducation est de faire prendre conscience à la nouvelle génération que le plus important est de préserver l'équilibre de la nature. Cet apprentissage passe par l'observation et la répétition des comportements des plus âgés. Le village et le territoire tribal dans son ensemble se substituent ainsi à l'école. Je m'appelle Tirsa et je suis la fille de Cristina et Julio. J'ai 30 ans. J'ai des enfants et je suis mariée. Chez nous, il n'y a pas de cérémonie de mariage comme chez vous. Quand un couple s'aime, ils s'installent naturellement ensemble. La mère de la jeune fille tisse un hamac destiné à son gendre et le place à côté de celui de sa fille. C'est comme cela que se fait une union. L'absence de cérémonie ne signifie pas pour autant que ces unions sont fragiles. Les conventions et les alliances induisent une série d'obligations auxquelles il est difficile d'échapper. D'autant que la lignée se transmet par la mère. Si une femme Warao se marie à un étranger, les enfants seront des Warao, alors qu'à l'inverse, les enfants nés d'un homme Warao et d'une étrangère ne seront pas considérés comme des Warao.
On va couper un palmier moriche dans la forêt. Il n'y a pas si longtemps, cet arbre était un véritable symbole de vie pour nous. On obtenait de lui tout ce dont on avait besoin, et notamment une grande partie de notre nourriture. Mais aujourd'hui, nous pratiquons aussi l'agriculture. Et nous ne vivons plus comme des nomades, allant de palmeraie en palmeraie. Alors, on délaisse un peu le moriche. Malgré ça, les Warao perpétuent l'exploitation du moriche, conservant comme une tradition son usage et sa consommation. On cultive quelques légumes, mais de nombreux produits de la forêt représentent encore une part importante de notre régime alimentaire. Par exemple, les fibres que l'on extrait du tronc du palmier moriche. Après les avoir filtrées avec de l'eau, on en fait de la farine. On prélève également les fruits de l'arbre. On en fait une sorte de pâte à pétrir, qui après fermentation nous permet de préparer le carato, une boisson amère que tous les Warao aiment beaucoup. À partir d'un seul palmier, on obtient environ 80 kg de cette préparation filtrée. Christina doit attendre que l'amidon se dépose au fond du récipient pour vider l'eau. Puis, elle l'étalera sur des feuilles de moriche qu'elle exposera au soleil jusqu'à ce qu'il sèche et se transforme en une farine blanche et fine. C'est avec cette farine que les femmes préparent les galettes de yuruma qui font office de pain chez les Warao. Le delta de l'Orénoque a toujours été une porte d'entrée pour les explorateurs espagnols ou hollandais. Les Warao ont très tôt été en contact avec les navigateurs venus d'Europe et leur ont rapidement proposé leur artisanat. Chez ces Indiens, le tissage et la vannerie forment un art majeur dans la tradition et les femmes les pratiquent assidûment tout au long de leur vie. Dans chaque communauté, chaque village, on mesure le niveau d'éducation d'une femme Warao à son habileté et à sa maîtrise du tissage et de la vannerie.
De la même manière qu'une femme attend de son mari qu'il maîtrise parfaitement les tâches qui lui reviennent, comme la pêche, la chasse, la fabrication de maisons ou de pirogues, celui-ci recherche comme compagne une femme capable de réaliser les tâches domestiques élémentaires et de collaborer aux revenus nécessaires à l'entretien de la famille. Une femme sera admirée si elle se spécialise dans l'une de ces deux activités, devenant au fil du temps une Janona, une authentique maîtresse dans l'art du tissage ou de la vannerie, et qui égalera en prestige chez les hommes un grand fabricant de pirogues. Maman est une véritable Janona. Et c'est elle qui, depuis notre enfance, nous a enseigné la pratique du tissage et de la vannerie. Dans notre communauté, une petite fille qui refuse d'apprendre ces activités est sévèrement critiquée, car on la considérera comme incapable d'aider sa famille. Qu'est-ce que tu as? Je crois que je saigne. Allez, Oust, on s'en va. Tiens ça, viens. Viens m'aider, s'il te plaît. Milania, tu as tes premières règles. Ne t'inquiète pas. Quand une jeune fille a ses premières règles, comme cela vient d'arriver à ma sœur Milania, elle doit prévenir sa mère, s'envelopper la tête dans un foulard pour qu'on ne la voie pas, et doit s'isoler dans une petite cahute pendant 4 jours. Si son père ou ses frères venaient à l'approcher, il pourrait tomber malade. Avant la fin de cet isolement, rien de ce qui vient d'elle ne peut être touché par un homme de la famille. En revanche, une femme, ses sœurs ou sa mère peuvent l'approcher et lui apporter de l'eau, à manger ou de quoi se laver. Au bout de ces 4 jours, la jeune fille est considérée comme femme et peut dès lors s'unir à un homme qui souhaiterait l'épouser. Comme les hommes doivent rester éloignés, il faut que je me dépêche. On doit fabriquer cet abri en à peine 2 heures.
Les garçons n'ont pas de rite initiatique comparable. Quand ils ne sont plus considérés comme des enfants, ils ont tout simplement le droit de s'attabler en compagnie des adultes. En pirogue à moteur depuis notre village, il nous faut un peu plus de 2 heures pour atteindre Pedernales. On se rend assez régulièrement dans cette ville car on peut acheter des produits qu'on ne trouve pas en forêt, comme le sucre ou le café. Tu vois au loin tous ces puits de pétrole? C'est un véritable fléau pour notre nature. Dès les premiers forages, nous avons commencé à constater de nombreux changements préjudiciables à notre environnement. Les réserves de pétrole sont énormes et les déchets ne cessent de polluer nos canaux. La pêche en a été réduite. Beaucoup ont abandonné leurs terres et leur mode de vie pour venir habiter dans des centres urbains comme Pedernales. Nous nous sommes pourtant mobilisés pour protéger notre région. Mais l'État est resté sourd à nos revendications et permet toujours l'exploitation pétrolière par des compagnies étrangères, comme tu le vois ici. Ces contacts entre Warao et étrangers ont provoqué une augmentation du taux de mortalité à cause de l'apparition de nouvelles maladies. Les conséquences ont été graves pour les Warao qui ont récemment connu une épidémie de choléra et un taux d'infection à la tuberculose anormalement élevé pour cette population indienne. Les dégâts dus à l'extraction pétrolière sont importants. Beaucoup les ont fuis et vivent maintenant à Pedernales, dans une extrême pauvreté. La ville construite en 1755 est aujourd'hui saturée. Avec quelques 6500 habitants, elle puise sa survie dans la pêche locale, tout en servant de dortoir aux exploitants pétroliers. Les réserves de pétrole lourd de l'Orénoque laissent craindre d'autres forages, avec des techniques d'extraction de schiste bitumeux qui ne feront qu'aggraver les problèmes environnementaux. À court terme, les Warao risquent d'être un peu plus fragilisés.
Pedernales n'est pas le seul endroit où la famille de Cristina peut s'approvisionner. La forêt toute proche est depuis toujours pour eux un véritable supermarché à ciel ouvert. Hier, on est allé à Pedernales faire nos courses. Aujourd'hui, on retourne dans la forêt pour les compléter. On va chercher du miel. On va couper un arbre sangrito qui sert de ruche et le ramener à la maison pour en extraire le miel. Heureusement, ce type d'abeille ne pique pas. C'est la mer. Une fois l'arbre ouvert, on extrait de la ruche la reine, la mère des abeilles, que l'on relâchera dans la forêt pour qu'elle puisse créer plus loin une autre ruche. Cette forêt est une réserve vitale pour nous. On récolte de tout, et en plus avec un très grand choix. On dénombre par exemple plus de 15 sortes de miel. Mais on a une préférence pour celui que nous venons d'extraire aujourd'hui, car il est plus doux. Le miel est un produit que nous apprécions beaucoup. Et comme il n'y a pas de pharmacie dans le coin, on l'utilise aussi pour se soigner.
Julio, viens voir, Yelissa est pas bien. Elle a mal au ventre. Allez, on l'emmène chez le chaman. Je m'appelle Vénérito et je suis chaman. Je soigne généralement les malades par onction, mais il m'arrive aussi de les traiter en soufflant sur eux la fumée du tabac. Je soigne également les piqûres de scorpions et les morsures de serpents. On vient me consulter quand il n'y a plus d'autre solution. Quand l'infirmier qui se trouve à une demi-heure d'ici, ou le médecin de Mathurin, n'ont rien pu faire pour soulager le mal. Je parviens aussi à enlever le diable, mais je ne peux rien contre le mauvais sort. Souvent, des patients viennent me consulter parce qu'ils pensent être victimes d'un esprit mauvais qui serait entré en eux. Je leur explique que toutes les maladies ne sont pas du fait des esprits mauvais. Comme il existe des bonnes et des mauvaises personnes, je pense qu'il existe des bons et des mauvais esprits. Le chaman est très régulièrement consulté, car le système de santé est quasiment inexistant dans la région. Le dispensaire se trouve à Pedernales et le premier médecin a 6 heures de pirogue à moteur. Alors on s'en remet à la médecine traditionnelle, qui, dans la Constitution de 1999, a été intégrée au système national de santé. Les Warao ont une confiance absolue dans la médecine douce et une connaissance précise des remèdes que leur offre la forêt. Toutes les communautés du delta se soignent principalement par les arbres et par les plantes. Pour compléter les produits issus de la forêt, nous nous sommes tournés vers une petite agriculture. Nous faisons essentiellement pousser de l'okumo, de la canne à sucre et 2 sortes de manioc. Le manioc doux, que l'on fait bouillir, et le manioc amer, qu'il faut d'abord râper, puis presser dans une écumoire spéciale avant de le faire cuire. L'agriculture, bien que vivrière, se retrouve de nos jours dans toutes les communautés de la région. Elle se pratique sous la forme de conuco, terme espagnol qui définit une petite parcelle cultivée, comme ici, en pleine forêt. Avant, nous étions nomades. J'ai connu cette époque pas si lointaine.
Quand la maison se détériorait, il était temps pour nous de déménager. Ce mode de vie permettait de ne pas épuiser toutes les ressources d'un même endroit. Depuis quelques dizaines d'années, on est devenu plus sédentaire. Des petits villages comme celui-ci se sont créés, souvent sous l'impulsion du gouvernement qui cherchait à nous regrouper. On s'est adapté à cette sédentarisation, mais elle s'accommode mal avec nos habitudes ancestrales. Les ressources s'épuisent, l'habitat se détériore, les déchets s'accumulent, les conditions d'hygiène s'aggravent. Tu vois, Milania, je te l'avais bien dit, ce n'est pas encore mûr. Bien que très loin des villes et isolés dans les canaux, nous sommes en contact avec la civilisation. Alors on s'accommode des avantages que celle-ci peut nous apporter. L'artisanat, la vente des produits de la pêche et de nos cultures nous rapporte un peu d'argent et nous permettent aujourd'hui de vivre dans un monde de plus en plus difficile à comprendre pour nous. Depuis toujours, les Warao dépendent totalement de leur environnement. C'est important qu'il y ait encore des poissons dans les rivières, des animaux à chasser dans la forêt, des arbres avec du miel, des palmiers mauriches. Si un jour tout cela venait à disparaître, c'est toute notre culture, toute nos traditions qui partiraient en fumée. Chaque groupe humain a un impact écologique. Pourtant, avant l'extraction pétrolière dans le delta de l'Orénoque, les spécialistes s'accordent à dire que les 22 000 km² de la région étaient vierges de tout dommage, malgré la présence ancestrale des Indiens Warao. La nécessité de préserver notre planète au XXIe siècle amènera peut-être nos sociétés modernes à s'inspirer des pratiques écologiques des communautés indigènes, comme celle des Warao, qui, de l'avis de nombreux scientifiques, nous offrent une belle leçon de respect de l'environnement.